yes franc et massif de la Grande-Bretagne à l'Europe est un événement majeur pour nous tous. C'est le plus important, indiscutablement, depuis la création du marché commun lui-même. D'abord, il l'a vu d'hypothèque. Jusqu'ici, l'absence de la Grande-Bretagne faisait peser un malaise sur la communauté depuis qu'elle existe. À tort ou à raison, nos partenaires refusaient d'aller de l'avant tant que la Grande-Bretagne resterait à l'écart. Ensuite, l'adhésion de la Grande-Bretagne, avec 2 ou 3 autres candidats, marquera l'avènement de la Grande Europe, une des superpuissances économiques mondiales, la plus importante en tout cas pour le développement de ses richesses humaines et matérielles. Cette Grande Europe sera une union d'États n'ayant de litige avec personne, ouverte à la coopération avec tous, petits et grands, occupée seulement de vivre en paix et de vivre bien. Ce sera donc un événement heureux, ce qui devrait suffire, à mes yeux, à le distinguer radicalement de tous les autres grands événements internationaux de l'année. Mais pour en arriver là, pour que l'Angleterre, comme on dit, entre dans l'Europe, il fallait d'abord et surtout qu'elle le veuille. Voilà ce que disait De Gaulle le 14 janvier 1963, le jour de ce qu'on appela son veto. Enfin, il est très possible que l'évolution propre à la Grande-Bretagne et l'évolution de l'univers portent peu à peu les Anglais vers le continent. Quels que soient les délais que puisse demander l'aboutissement. Et pour ma part, c'est ça que je crois volontiers. En fait de veto, la réalité était, vous voyez, un peu plus nuancée. De Gaulle jugeait que l'Angleterre n'était pas prête à faire le plongeon dans l'Europe, mais qu'elle le serait un jour. Il chargea son ministre Couve de Murville de le dire à 2 reprises, en 1963 et 1967. Une génération plus tôt, l'Angleterre était encore la plus grande puissance maritime et coloniale de tous les temps, maîtresse d'un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Elle était le banquier de toute une partie du monde, la zone sterling. Enfin, elle préférait au continent européen le grand large. Pourtant déjà, des Anglais clairvoyants pressentaient une évolution inéluctable. Et parmi eux, Edward Heath, conservateur, célibataire, amateur de voile et chef d'orchestre du dimanche. En 1970, il remporte les élections contre toute attente et devient Premier ministre, un an après la retraite du général de Gaulle. Depuis toujours, il était convaincu que si le passé de son pays était outre-mer, avec le Commonwealth et l'Amérique, son avenir était en Europe. L'objectif numéro 1 de M. Heath est de faire entrer son pays tambour battant dans la communauté. L'Angleterre ne pose plus de conditions, ne demande aucune dérogation permanente, elle ne négocie que quelques transitions. Pour lever le dernier obstacle, M. Heath vient rencontrer le président Pompidou. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Juste un moment. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre. Il s'agit de réorienter la monnaie anglaise pour qu'elle devienne une monnaie nationale comme les autres monnaies européennes, en état de se joindre dans une union monétaire, prochaine étape de l'Union européenne. L'accord conclu à l'Élysée se répercute aussitôt sur la négociation entre Londres et la communauté. Et
Le 23 juin à Luxembourg, les grandes lignes du traité d'adhésion de la Grande-Bretagne sont arrêtées. Après 2 nuits d'insomnie, vous nous voyez le visage satisfait. You can turn it into a loving cup. Ça commence bien. On the other side of the glass. This is not the end of the road. Il ne reste à M. Heath qu'à faire avaler cette coupe de champagne à ses compatriotes quelque peu récalcitrants. Are there good terms for France? No, good terms for Europe. Car si les hommes d'affaires de la City et beaucoup d'intellectuels sont pour, le John Bull moyen traîne les pieds. Les syndicats sont contre et, avec eux, d'après les sondages, environ la moitié de l'opinion publique. Monsieur Wilson, chef de l'opposition travailliste, qui avait pourtant posé la candidature anglaise quand il était Premier ministre, après avoir d'ailleurs fait campagne contre, retourne une fois de plus à veste. La campagne anti-marché commun se déchaîne donc, mais à l'anglaise, sans violence. Ce qui inspire les anti-marketeers, c'est la nostalgie de la vieille Angleterre, plutôt que la conviction que celle d'aujourd'hui court à sa perte en s'associant au continent. Le 28 octobre, aux communes, M. Heath fait approuver sa politique par 371 voix contre 244, une victoire beaucoup plus nette que prévu. Des feux de joie illuminent les blanches falaises de Douvres, d'où un tunnel reliera bientôt au continent, ce qui fut l'île la plus insulaire de l'histoire et qui déjà moralement ne l'est plus tout à fait. La communauté européenne va s'accroître de 65 millions d'habitants. Par sa population, elle dépassera les États-Unis et l'URSS. Elle deviendra la plus importante des puissances industrialisées. Elle sera la plus grande productrice d'acier du monde. Elle disposera de la plus importante des flottes marchandes. Elle battra le record mondial du commerce. Elle disposera de très loin des plus fortes réserves monétaires. Ces atouts, beaucoup d'Européens ignorent encore qu'ils les possèdent. Désormais, on peut espérer que l'entrée de l'Angleterre dans la communauté européenne les débarrassera d'un complexe d'infériorité qui leur a fait tant de mal, et que cette Europe grande par les chiffres le sera aussi par le caractère.